La caissière a été renvoyée pour une erreur de monnaie et le millionnaire a vu un cahier avec un dessin sur le comptoir. C'était identique au dessin que sa fille faisait avant de disparaître il y a 22 ans. Le soleil de juillet cognait impitoyablement sur les vitres du supermarché, le coquelicot doré, transformant l'air en une soupe étouffante qui collait aux vêtements. Sophia Delage passa sa main fatiguée sur son front moite, ses doigts effleurant une mèche de cheveux châtains qui s'échappait obstinément de son chignon. À 27 ans, elle avait déjà les mains d'une femme de 50, calleuse, abîmée par des années de labeur, mais qui conservait une délicatesse troublante quand elle tenait son crayon. « Mademoiselle Delage, caisse numéro 3 » aboya Monsieur Arturo Pruvost depuis son bureau vitré, sa voix coupante traversant le brouhaha des conversations et le bip incessant des codes-barres. Sophia soupira discrètement. Pruvost la détestait depuis le premier jour, une antipathie viscérale qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Pour lui, elle incarnait tout ce qu'il méprisait, la pauvreté assumée, la dignité qui refuse de ployer, cette façon qu'elle avait de le regarder droit dans les yeux sans jamais baisser la tête. Elle glissa son petit carnet dans la poche arrière de sa blouse réglementaire. Ce carnet, c'était son refuge, son secret le plus précieux. Depuis l'enfance, elle y dessinait obsessionnellement les mêmes motifs, des tournesols aux pétales parfaitement symétriques entrelacés avec des papillons monarques aux ailes déployées. Elle ne savait pas pourquoi ces images la hantaient, pourquoi ses doigts traçaient inlassablement ces formes, comme guidés par une mémoire qu'elle ne possédait pas. « Grand-mère, pourquoi je dessine toujours ces fleurs ?» avait-elle demandé 1000 fois à Lucia, et 1000 fois, sa grand-mère avait détourné le regard, les larmes aux yeux, murmurant « C'est le bon Dieu qui guide ta main, ma petite, ne pose pas trop de questions. » La file d'attente à sa caisse s'allongeait, une dame âgée déposait ses courses avec des gestes précautionneux, comptant mentalement chaque euro dépensé. Sophia la reconnaissait. Madame Bertin, veuve, qui venait tous les jeudis acheter les mêmes 3 articles, une baguette, un pot de confiture et un paquet de biscuits, juste de quoi tenir une semaine. « Bonjour, Madame Bertin, comment allez-vous aujourd'hui ?» Le visage ridé s'illumina. « Oh, Sophia, tu es la seule ici à me traiter comme un être humain. Comment va ta grand-mère ?» Sophia sentit son cœur se serrer. « Elle se bat, madame. Les traitements sont lourds, mais elle est courageuse. » En réalité, Lucia faiblissait de jour en jour. Les nuits étaient devenues un calvaire de toux et de douleurs que les médicaments peinaient à soulager. Sophia travaillait des heures supplémentaires chaque fois qu'elle le pouvait, économisant chaque centime pour les soins, les médicaments, les petits conforts qui rendèrent la souffrance plus supportable. « Ça fait combien ?» demanda un homme pressé, tapotant nerveusement ses doigts sur le comptoir. Sophia scanna les articles rapidement. 23,40 €. « S'il vous plaît. » L'homme lui tendit un billet de 50 €. Sophia ouvrit la caisse, compta la monnaie et se figea. 26,60 €. Elle recompta. 1 fois, 2 fois. Son cœur se mit à battre plus vite. « Voici votre monnaie, » dit-elle en tendant les billets et les pièces, espérant que son erreur passerait inaperçue. Mais Pruvost était là, surgissant comme un rapace qui flaire la charogne. Il avait tout vu, tout entendu. Son sourire sadique fit froid dans le dos à Sophia. « Un problème, mademoiselle Delage. »« Non, monsieur, tout va bien. Vraiment. Parce que d'où je me trouve. On dirait que vous venez de rendre 20 € de trop à ce client. » Le supermarché sembla soudain devenir silencieux. Toutes les conversations cessèrent. Tous les regards convergèrent vers la caisse numéro 3. Sophia sentit ses joues s'empourprer. « C'était juste une petite erreur, monsieur Pruvost. »« Je peux. Une erreur. » Sa voix monta d'un cran, délibérément théâtrale. 20 €, un vol pur et simple. « Ce n'est pas un vol, » murmura Sophia, sa voix tremblant malgré elle. « Ah non. Et comment appelez-vous ça alors ? De l'incompétence, de la négligence. » Il se tourna vers les clients qui observaient la scène. « Bouche bée. Mesdames et messieurs, voici le type d'employés que certains établissements tolèrent. Des gens qui n'ont aucun respect pour l'argent des honnêtes travailleurs. » Sophia serra les poings. La honte lui brûlait les joues, mais plus encore, c'était la rage qui montait. Une rage froide, digne, celle des opprimés qui refusent de courber l'échine. « J'ai commis une erreur, monsieur Pruvost. Une erreur humaine, en 3 ans de travail ici. C'est la première fois que... » « La première fois qu'on vous prend, l'interrompit-il. « Vous êtes virée, mademoiselle Delage,
Immédiatement. Rassemblez vos affaires et sortez de mon magasin. Le silence était assourdissant. Sophia sentit les larmes monter, mais elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Pas devant tous ces gens, pas devant lui. Elle retira sa blouse réglementaire, d'un geste lent, délibéré, récupéra son sac à main sous la caisse. Dans sa précipitation et son trouble, elle ne remarqua pas que son carnet était tombé de sa poche et glissé sur le sol carrelé. « Au revoir », dit-elle simplement, la tête haute. Elle traversa le magasin sous les regards gênés des clients, certains compatissants, d'autres simplement curieux de ce petit drame humain qui égayait leur jeudi après-midi. La porte automatique se referma derrière elle avec un souffle mécanique qui sonna comme un glas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme l'avait observée durant toute la scène. Juliane Maréchal n'était pas venue faire ses courses dans ce supermarché de quartier par hasard. Depuis 6 mois, sa thérapeute, Dr Rossio Lemoine, insistait pour qu'il sorte de sa bulle dorée. « Vous vivez coupé de la réalité, monsieur Maréchal », lui répétait-elle à chaque séance. « Comment voulez-vous guérir de votre dépression si vous ne retrouvez pas le contact avec l'humanité ordinaire ?» Alors Juliane s'était astreint à ses petites sorties. Acheter son pain à la boulangerie du coin, prendre un café au bistrot, faire quelques courses au supermarché. Des gestes simples que la plupart des gens accomplissaient sans y penser, mais qui représentaient pour lui une véritable thérapie. À 52 ans, Juliane Maréchal était un homme brisé qui avait appris à porter un masque. Propriétaire de l'empire Santa Maria Holdings, millionnaire plusieurs fois, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose qui comptait vraiment, sa petite Bianca, 22 ans que sa fille avait disparu par une nuit pluvieuse de septembre, emportant avec elle tous les rires, tous les espoirs, toute la lumière de sa vie. 22 ans qu'il se réveillait chaque matin avec cette douleur au creux de l'estomac, cette certitude que quelque part elle l'attendait. Il avait observé Sophia durant l'humiliation, admirant sa dignité, sa façon de ne pas se laisser écraser par l'injustice. Cette jeune femme lui rappelait quelque chose, ou quelqu'un, une force tranquille, une beauté naturelle que n'altérait pas la pauvreté. Quand elle partit, Juliane se dirigea vers la caisse pour payer ses quelques articles. C'est là qu'il le vit. Un petit carnet à la couverture usée, ouvert sur le sol, laissant apparaître une page couverte de dessins, des tournesols, des papillons monarques. Juliane se figea. Le monde s'arrêta autour de lui. Le brouhaha du supermarché devint un bourdonnement lointain. Ses mains se mirent à trembler violemment. Ces dessins, il les connaissait. Il les connaissait par cœur. D'une main fébrile, il ramassa le carnet et tourna les pages. Chaque dessin était un coup de poignard dans sa mémoire. Chaque trait, chaque ombre, chaque détail était identique, absolument identique, au dessin que sa petite Bianca traçait obsessionnellement avant sa disparition. La petite fille qui dessinait ces mêmes tournesols avec cette même technique particulière, cette façon unique de faire s'entremêler les pétales et les ailes des papillons. « Monsieur !» Une voix lointaine l'interpellait. « Monsieur, ça va ?» Juliane leva les yeux. Une caissière le regardait avec inquiétude. « Ce carnet ?» balbutia-t-il. « À qui appartient-il ? À Sophia Delage, la fille qui vient d'être renvoyée. Pauvre petite, elle l'a oubliée dans ses affaires. Sophia Delage. » Juliane serra le carnet contre sa poitrine comme un trésor retrouvé. Bianca dessinait exactement ces mêmes motifs, exactement de la même façon, avec exactement la même obsession. Juliane Maréchal roulait lentement dans les rues de Lyon. Le carnet de Sophia posé sur le siège passager comme une relique sacrée. Ses mains tremblaient encore sur le volant de sa Mercedes. Chaque feu rouge était une torture. Chaque minute qui s'écoulait creusait davantage le gouffre d'espoir et de terreur qui s'ouvrait dans sa poitrine, 22 ans plus tôt. Sa vie était parfaite. Sylvia, sa première épouse, rayonnait de cette beauté sereine des femmes enceintes, architecte talentueuse. Elle avait dessiné leur manoir de ses propres mains, imaginant chaque pièce comme un cocon pour la famille qu'ils allaient fonder. Le jardin était son œuvre d'art. Des rangées de tournesols géants qui suivaient la course du soleil. Des massifs de lavande où dansaient les papillons monarques qu'elle adorait observer. « Elle sera artiste, comme sa maman », murmurait Sylvia en caressant son ventre rond. « Je le sens, Juliane. Cette petite a déjà des mains d'artiste. » L'accouchement avait mal tourné. Complication rarissime. Hémorragie massive, Sylvia était morte en tenant leur fille dans ses bras,
Juste le temps de murmurer « Bianca », comme les ailes des papillons. Julian était devenu père et veuf le même jour. Élever seule une petite fille quand on dirige un empire financier relevait de l'impossible. Mais Julian avait tout réorganisé autour de Bianca. Bureau à domicile, réunions par visioconférence, voyages d'affaires réduits au strict minimum. Sa fille était devenue le centre de son univers. Bianca était une enfant étrange et merveilleuse. Dès l'âge de 3 ans, elle dessinait avec une obsession troublante. Toujours les mêmes motifs. Les tournesols du jardin de sa mère morte. Les papillons monarques qui virevoltaient entre les pétales. Elle pouvait passer des heures à croquer ces images, avec une précision déconcertante pour son âge. « Papa, pourquoi je dessine toujours la même chose ?» lui demandait-elle parfois. « Parce que c'est beau, ma princesse, et parce que maman t'a transmis son amour pour ces fleurs. » Le soir du 15 septembre 2003, Julian était en réunion téléphonique urgente avec des clients new-yorkais. Bianca jouait sagement dans sa chambre, dessinant comme toujours. Quand il était monté lui dire bon sonne vers 22h, la chambre était vide, fenêtre ouverte, lit défait, carnet de dessin abandonné sur la moquette. Bianca avait disparu. L'enquête avait mobilisé toutes les forces de police de France. Julian avait dépensé des millions en détectives privés, en récompenses, en publicité, aucune trace, aucun indice, aucune demande de rançon, comme si la terre avait englouti sa fille de 5 ans. Les mois avaient passé. Puis les années, Julian avait sombré dans une dépression noire, s'accrochant à son empire comme un naufragé à une bouée. Le travail était devenu sa drogue. La seule chose qui l'empêchait de penser, c'est dans cet état de vulnérabilité absolue qu'Alejandra était entrée dans sa vie. Infirmière au service de gynécologie où Sylvia était morte, Alejandra Herrera avait d'abord manifesté une compassion professionnelle pour le veuf éploré, puis cette compassion s'était muée en quelque chose de plus intime, de plus personnel. « Vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le passé, Julien », lui répétait-elle avec cette voix douce qui semblait panser ses blessures. Bianca aurait voulu que vous soyez heureux. Alejandra était belle d'une beauté froide, calculée, brune aux yeux noirs. Elle possédait cette élégance naturelle des femmes qui savent exactement l'effet qu'elles produisent. Intelligente, cultivée, elle avait su se rendre indispensable pendant les moments les plus sombres de Julien. Ils s'étaient mariés 2 ans après la disparition de Bianca. Dans l'intimité la plus stricte, Alejandra avait emménagé au manoir, s'appropriant peu à peu les espaces, redécorant, effaçant subtilement les traces de Sylvia et de Bianca. Mais Julian gardait une pièce intacte, la chambre de sa fille, avec ses dessins punaisés au mur, ses jouets rangés, son lit fait comme si elle allait rentrer d'un moment à l'autre. « Ce n'est pas sain, chérie », lui répétait Alejandra. « Il faut que tu fasses ton deuil. »« Elle n'est pas morte », répondait invariablement Julian. « Elle est quelque part, j'en suis certain. » 20 ans de mariage avec Alejandra. 20 ans où elle avait joué à la perfection le rôle de l'épouse dévouée, supportant avec une patience de sainte les obsessions de son mari, ses recherches incessantes, ses espoirs toujours déçus. Elle avait renoncé à avoir ses propres enfants, prétextant que Julian n'était pas prêt émotionnellement. En réalité, Alejandra savait qu'elle ne serait jamais qu'un pis-aller. Le cœur de Julian appartenait à 2 fantômes, Sylvia et Bianca. Elle était condamnée à vivre dans l'ombre de 2 mortes, à jouer les seconds rôles dans sa propre vie conjugale. Mais elle avait tenu bon. L'argent, le statut social, le manoir somptueux compensaient cette frustration affective. Et puis, avec le temps, elle avait fini par croire que Julian oublierait vraiment. Jusqu'à ce jeudi après-midi de juillet 2025, Alejandra était dans le salon du manoir, feuilletant un magazine de décoration, quand elle entendit la Mercedes de Julian dans l'allée. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et fronça les sourcils. Il était bien plus tôt que d'habitude, et son mari semblait agité. Julian entra comme un ouragan, le carnet serré contre sa poitrine, les cheveux en bataille, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne lui avait pas vue depuis des années. « Alejandra, il faut que j'ai besoin. » Il s'interrompit, réalisant soudain qu'il ne pouvait pas partager cette découverte. Pas encore, pas avant d'être certain. « Que se passe-t-il, chérie ? Tu as l'air bouleversée. »« Rien d'important, j'ai eu une journée difficile. » Alejandra n'était pas dupe. 48 ans, 20 années passées à décrypter les humeurs de son mari, elle savait reconnaître les signes, cette fébrilité, cette agitation. Elle ne les avait vus qu'une fois auparavant,
quand il croyait avoir retrouvé une piste sur Bianca. « Juliane, assieds-toi. Raconte-moi. Plus tard. »« Alejandra, j'ai des coups de fil importants à passer. » Il disparut dans son bureau, verrouillant la porte derrière lui. Alejandra resta seule dans le salon, l'estomac noué par une angoisse familière. Derrière la porte close, Juliane composait déjà le numéro de Pablo Boutin. Pablo Boutin était le meilleur détective privé de France en matière de personnes disparues. Ancien commissaire de police, il avait monté sa propre agence après avoir résolu plusieurs affaires que la police officielle avait classées. Juliane faisait appel à ses services depuis 15 ans, à chaque fois qu'une nouvelle piste semblait émerger. « Pablo, c'est Juliane Maréchal, il faut qu'on se voie. » Immédiatement. « Encore une fausse alerte, Juliane. On en a eu combien ces dernières années ? » « Non, cette fois c'est différent. J'ai quelque chose de concret. » 1 heure plus tard, Pablo était dans le bureau de Juliane, examinant le carnet avec l'œil expert d'un professionnel habitué aux indices les plus ténus. « Ces dessins, murmura-t-il. Tu as raison, ils sont troublants de ressemblance. » Pablo avait connu Bianca. Il avait vu ses œuvres d'enfant, étudié chaque détail pendant des mois lors de l'enquête initiale. La similitude était effectivement saisissante. « Il me faut le nom complet de cette fille. Son adresse. Tout ce que tu peux me donner. Sophia Delage. 27 ans. Elle travaillait au supermarché Le Coquelicot Doré jusqu'à aujourd'hui. » Pablo griffonna dans son carnet. « Je vais commencer par les caméras de surveillance. Voir si on peut la suivre jusqu'à chez elle. Ensuite, vérification d'identité, antécédents familiaux, tout le topo habituel. » Pablo, la voix de Juliane se brisa légèrement. Et si c'était vraiment elle, après tout ce temps? Le détective posa une main paternelle sur l'épaule de son client. En 15 ans, il avait vu Juliane espérer et désespérer tant de fois. Mais cette fois, lui aussi sentait quelque chose de différent. « On va le savoir très vite, mon vieux. Très vite. » Pendant ce temps, dans le quartier de la Guillotière, Sophia gravissait lentement les marches de l'immeuble délabré où elle vivait avec Lucia. L'humiliation de la journée pesait sur ses épaules comme un fardeau de plomb. Comment allait-elle annoncer à sa grand-mère qu'elle avait perdu son travail? Comment allait-elle payer les médicaments de la semaine prochaine? Elle poussa la porte de l'appartement et trouva Lucia assise dans son fauteuil, plus pâle que jamais, fixant la fenêtre d'un regard absent. « Grand-mère, comment vous sentez-vous » Lucia sursauta, comme sortie d'un rêve douloureux, quand elle vit le visage défait de Sophia. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma petite, que s'est-il passé ?» Sophia s'effondra à ses pieds, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues toute la journée. Et Lucia, en la serrant contre elle, murmura des mots d'amour et de réconfort, tout en cachant le secret qui la rongeait depuis 22 ans. Pablo Boutin avait passé la nuit à étudier les images de vidéosurveillance du supermarché, dans son bureau spartiate de la rue de la République, entouré d'écrans et de dossiers qui s'empilaient depuis 15 ans d'enquête. Il scrutait chaque pixel avec la patience d'un moine copiste. À 6 heures du matin, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Les caméras extérieures avaient suivi Sophia Delage sur 3 pâtés de maison. Direction, quartier de la Guillotière. Pablo connaissait le secteur. Un labyrinthe de ruelles étroites. D'immeubles vétustes où s'entassaient les familles d'immigrés et les petites gens qui survivaient avec les miettes du système, il enfila sa veste et prit sa voiture. Le soleil se levait à peine sur Lyon, teintant les façades de cette lumière dorée si particulière au matin d'été. Pablo aimait ces heures calmes qui précèdent l'agitation de la journée. C'était le moment idéal pour observer, pour noter les détails que l'effervescence quotidienne masquait habituellement. L'immeuble de Sophia se dressait au 23 rue des Marronniers, une bâtisse de 4 étages aux volets écaillés et à la façade noircie par la pollution. Pablo se gara en face, dans sa Peugeot banalisée, et commença sa surveillance discrète. À 8 heures précises, Sophia sortit de l'immeuble. Pablo sentit son cœur s'accélérer, même à distance. La ressemblance était troublante. Cette façon de porter la tête légèrement inclinée vers la droite, cette démarche à la fois déterminée et gracieuse. Il avait vu 1000 fois ces gestes dans les vidéos d'anniversaire que Juliane conservait précieusement. Sophia se dirigea vers la pharmacie du coin. Pablo la suivit de loin, notant chaque détail. Sa façon de saluer poliment la pharmacienne. Son air inquiet quand elle demanda le prix des médicaments. Le soulagement sur son visage quand elle constata qu'elle avait juste assez d'argent, des médicaments contre le cancer. Pablo reconnut les noms sur les boîtes. De retour chez elle, Sophia disparut dans l'immeuble.
Pablo attendit encore 2 heures avant d'aller frapper aux portes voisines. Technique classique, se faire passer pour un employé d'assurance vérifiant des informations de routine. « Oh, Sofia et sa grand-mère !» s'exclama Madame Rousseau. La concierge, une femme ronde aux cheveux grisonnants qui semblait ravie d'avoir enfin quelqu'un à qui parler, des anges. Ces deux-là, Lucia Delage, une sainte femme. Vous savez, elle a élevé cette petite toute seule depuis qu'elle était haute comme 3 pommes. Ah, les parents de Sofia, jamais connus. Le pauvre chou, Lucia m'a dit une fois que sa fille, la mère de Sofia, était morte dans un accident quand la petite était toute jeune. Depuis, elles se débrouillent à 2. Pablo griffonna dans son carnet. Elles vivent ici depuis longtemps. Oh là, ça doit faire 20 ans au moins, peut-être plus. Lucia était déjà vieille quand elles sont arrivées, et Sofia n'était qu'une gamine, très perturbée, la pauvre petite. Elle parlait à peine, faisait des cauchemars terribles. Lucia a eu une patience d'ange avec elle. 20 ans, l'information frappa Pablo comme une gifle. Sofia aurait eu environ 7 ans à cette époque. 2 ans après la disparition de Bianca, une patience d'ange, vous dites ? Oh oui, au début, Sofia était, comment dire, très confuse. Elle mélangeait tout, appelait Lucia maman, puis se corrigeait en disant « grand-mère ». Elle dessinait sans arrêt. La petite, toujours les mêmes choses, des fleurs et des papillons. Lucia pleurait souvent en regardant ses dessins, mais elle disait jamais pourquoi. Pablo remercia la concierge et regagna sa voiture. L'esprit en ébullition, il appela immédiatement Juliane. « J'ai des informations, ça devient très intéressant ». 1 heure plus tard, il se retrouvait dans un café discret du 2e arrondissement. Juliane avait les traits tirés d'un homme qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sofia vit avec une femme qu'elle appelle sa grand-mère depuis environ 20 ans, expliqua Pablo à voix basse. Lucia Delage, selon les voisins, Sofia était très perturbée quand elles sont arrivées. Cauchemar, confusion, obsession pour le dessin. Juliane serra les poings. Mon Dieu, tu crois que... Je ne crois rien pour l'instant, mais les coïncidences, moi, s'accumulent. J'ai lancé des vérifications sur cette Lucia Delage, ses antécédents, son passé, ses déplacements en 2003. Combien de temps ça va prendre ? 48 heures maximum. En attendant, je continue la surveillance, discrètement. Pablo ne mentionnait pas qu'il avait déjà repéré quelque chose d'étrange dans les premières vérifications. Lucia Delage semblait avoir une existence administrative très mince avant 2003, comme si elle avait changé d'identité. Pendant ce temps, au manoir Maréchal, Alejandra tournait en rond comme un fauve en cage. Le comportement de Julien la rendait folle d'inquiétude. Elle le connaissait par cœur, savait décrypter chacune de ses humeurs, et cette agitation n'était pas normale. La veille au soir, il avait à peine touché à son dîner. Répondant par monosyllabes à ses tentatives de conversation, il s'était enfermé dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit, passant des appels mystérieux. Quand elle était montée se coucher, elle l'avait trouvé debout devant la fenêtre de leur chambre, fixant le jardin d'un regard hanté. « Juliane, tu ne viens pas te coucher. » Dans un moment, « Chérie », mais quand elle s'était réveillée à 4 heures du matin, sa place dans le lit était toujours vide. Ce matin-là, il était parti sans l'embrasser, sans même prendre son petit déjeuner. Alejandra avait tenté de l'appeler plusieurs fois, tombant systématiquement sur sa messagerie. L'angoisse la rongeait. Cette angoisse familière qui ressurgissait chaque fois qu'une nouvelle piste apparaissait dans la vie de son mari. Combien de fois avait-elle vécu ces moments, ces espoirs fous, suivis d'effondrements terribles, qui la laissaient seule face à un homme brisé qu'elle devait reconstruire pièce par pièce. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'intensité de l'émotion de Julien, sa façon de la fuir. Alejandra sentait un danger imminent, un bouleversement qui pourrait détruire l'équilibre précaire qu'elle avait mis 20 ans à construire. Elle décida d'agir. L'après-midi même, elle se rendit au bureau de Mauricio Blanchet, le comptable personnel de Juliane. Mauricio était un homme de 55 ans, discret et efficace, qui gérait les finances privées de la famille Maréchal depuis plus de 15 ans. C'était aussi, depuis près de 20 ans, son amant secret. « Alejandra, qu'est-ce qui t'amène ?» Mauricio referma précipitamment le dossier sur lequel il travaillait. « Il faut qu'on parle, Mauricio. Juliane a un comportement étrange depuis hier. Je pense qu'il a trouvé quelque chose. » Le visage de Mauricio se décomposa. « Quelque chose sur quoi ? » ?»« Sur Bianca, évidemment. Tu crois qu'il pourrait y avoir un lien avec... » « Chut !»
Mauricio jeta un regard paniqué vers la porte. Pas ici, pas maintenant. Mauricio, j'ai peur. Si jamais il découvrait la vérité sur... Il ne découvrira rien. Ça fait 22 ans, Alejandra. 22 ans qu'on a pris toutes les précautions nécessaires. Il n'y a aucune trace, aucune preuve. Mais Mauricio mentait. Il existait des traces. Des virements bancaires effectués durant l'automne 2003, des paiements réguliers vers la Suisse pendant des années, des transactions qu'il avait soigneusement camouflées dans les comptes de l'entreprise, mais qui pourraient ressurgir si quelqu'un savait où chercher. Et Alvaro, murmura Alejandra. Il ne sait toujours rien. Rien du tout pour lui. Tu es juste une bienfaitrice qui finance ses études. Il ignore complètement que tu es sa mère biologique. Alvaro Blanchet avait 19 ans, fils secret d'Alejandra et de Mauricio. Conçu quelques mois après le mariage maréchal, il avait été discrètement placé dans un pensionnat suisse dès l'âge de 6 ans. Officiellement, Alejandra finançait l'éducation d'un orphelin par charité chrétienne. En réalité, elle préparait l'avenir. Son plan était simple. Attendre la mort naturelle de Julian. L'homme était dépressif. Il ne vivrait pas éternellement. Puis révéler l'existence d'Alvaro et faire de lui son héritier légitime. Avec Mauricio, ils avaient déjà transféré discrètement des millions sur des comptes suisses, préparant leur nouvelle vie. Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait que Julian ne retrouve jamais Bianca. « Qu'est-ce qu'on fait si... » commença Alejandra. « Il ne se passera rien, » l'interrompit Mauricio. Mais sa voix manquait de conviction. Et même s'il se passait quelque chose, on a des solutions. Alejandra frissonna en comprenant le sous-entendu. Dans le quartier de la Guillotière, Sofia s'occupait de Lucia avec une tendresse infinie. La vieille femme s'affaiblissait de jour en jour. Mais ce qui inquiétait le plus Sofia, c'était son comportement étrange depuis la veille. Lucia parlait de moins en moins, fixant le vide avec des yeux humides. Parfois, elle murmurait des mots incompréhensibles, des bribes de phrases qui ressemblaient à des excuses. « Pardonne-moi, ma petite. Pardonne-moi. Grand-mère, vous pardonnez quoi? Vous délirez à cause des médicaments. » Mais Lucia secouait la tête, agrippant la main de Sofia avec une force surprenante. « Il faut que tu saches. Il faut que tu saches la vérité. » « Quelle vérité, grand-mère ?» Lucia ouvrait la bouche, puis se ravisa, comme si une force invisible l'empêchait de parler. « Plus tard, ma chérie, quand tu seras prête. » Ce soir-là, Pablo Boutin avait obtenu les premiers résultats de ses recherches. Lucia Delage était effectivement un mystère administratif. Avant 2003, cette femme n'existait pratiquement pas dans les fichiers officiels, mais il avait trouvé autre chose. En 2003, une femme nommée Véronica Delage avait perdu sa fille de 5 ans dans un accident de voiture à Marseille. Quelques mois plus tard, cette même Véronica avait mystérieusement disparu de Marseille pour réapparaître à Lyon sous le nom de Lucia Delage, accompagnée d'une fillette qu'elle présentait comme sa petite fille. Pablo composait déjà le numéro de Julian quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Monsieur Boutin, ici commissaire Moreau, police judiciaire de Lyon. Nous aurions besoin de vous parler. Concernant l'affaire Bianca Maréchal. » Pablo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce qui se passe? On vient de recevoir un appel anonyme. Quelqu'un prétend avoir des informations sur la disparition de la petite Maréchal. Des informations très précises. L'appel anonyme reçu par la police judiciaire s'était révélé être une fausse piste. Une femme déséquilibrée qui prétendait avoir vu Bianca Maréchal dans ses visions mystiques. Pablo Boutin avait perdu 3 heures précieuses au commissariat avant de pouvoir reprendre ses recherches. Mais ces 3 heures avaient suffi à Alejandra pour agir. Dès qu'elle avait appris par Mauricio que la police s'intéressait de nouveau à l'affaire Bianca, elle avait pris une décision radicale. Il était temps de rappeler Alvaro de Suisse. Le jeune homme de 19 ans étudiait l'économie internationale à l'Institut Le Rosé. Pensionnat huppé où Alejandra l'avait placé sous l'identité de fils adoptif de Mauricio Blanchet, Alvaro Blanchet était officiellement un orphelin brillant parrainé par la charité de Madame Maréchal. Alvaro, c'est Madame Maréchal. « Bonjour madame, comment allez-vous? Il y a un problème. » La voix du jeune homme était chaude. Respectueuse, Alejandra avait joué à la perfection le rôle de la bienfaitrice au grand cœur, rendant visite à son protégé plusieurs fois par an, finançant ses études, ses vacances, ses petits plaisirs. « Mon chéri, j'aurais besoin que tu rentres en France. Quelques jours seulement. Une situation familiale délicate. »« Bien sûr. »« Madame, je peux prendre l'avion dès demain si vous voulez. » Alejandra ferma les yeux. Alvaro ne savait rien.
rien de ses véritables origines, rien des crimes commis pour lui assurer un avenir. Il la voyait comme une marraine généreuse, ignorant qu'elle était sa mère biologique et qu'il était l'héritier secret de l'Empire maréchal. « Merci, mon grand, tu es un ange. » Pendant ce temps, dans l'appartement de la rue des Marronniers, Sofia faisait face à une urgence médicale. Lucia s'était effondrée dans la cuisine, victime d'un malaise qui l'avait laissée inconsciente pendant plusieurs minutes. Le médecin urgentiste, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, terminait son examen avec une expression grave. « Mademoiselle Delage, il faut qu'on parle franchement. » Sofia sentit son estomac se nouer. « C'est si grave que ça. Votre grand-mère est en phase terminale. Le cancer s'est généralisé. D'après les analyses, je dirais, quelques semaines, tout au plus. » Les mots frappèrent Sofia comme une masse. Quelques semaines, sa grand-mère, sa seule famille, l'unique constante de sa vie, allait mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? La maintenir confortable, gérer la douleur et, il hésita, lui permettre de régler ses affaires. Souvent, les patients en fin de vie ont des choses importantes à dire à leurs proches. Quand le médecin fut parti, Sofia s'assit au chevet de Lucia, qui avait repris connaissance mais restait très faible. « Grand-mère, vous m'entendez ?» Lucia ouvrit péniblement les yeux. Ses lèvres remuèrent dans un murmure à peine audible. « Ma petite, il faut que je te dise. Chut, reposez-vous, on parlera plus tard. » « Non !» La vieille femme trouva la force d'agripper le poignet de Sofia. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, Sofia vit des larmes couler sur les joues ridées de sa grand-mère. « Je t'ai menti, Sofia. Pendant toutes ces années, je t'ai menti. De quoi vous parlez? Tu n'es pas ma vraie petite fille. » Le monde de Sofia bascula. « Qu'est-ce que vous dites ?» Lucia ferma les yeux, rassemblant ses dernières forces. « Il y a 22 ans, j'ai perdu ma fille, ma vraie fille, Agustina. Elle avait 5 ans. Un accident de voiture horrible. » Sofia sentit ses jambes se dérober. Elle s'accrocha au rebord du lit. « J'étais folle de douleur. Je voulais mourir avec elle. Et puis, quelqu'un est venu me voir, une femme. Elle m'a dit qu'elle connaissait une petite fille qui avait besoin d'une maman, une orpheline. Quelle femme? Une infirmière. Elle travaillait à l'hôpital où Agustina était morte. Elle s'appelait Alejandra. » Le nom résonna étrangement aux oreilles de Sofia. Sans qu'elle sache pourquoi, elle m'a dit que cette petite fille avait perdu ses parents, qu'elle était dans un foyer, traumatisée, malheureuse. Elle m'a proposé de l'adopter officieusement, de lui donner l'amour que j'avais à offrir. Sofia tremblait de tout son corps. « Mais alors, qui suis-je vraiment? Je ne sais pas, » sanglota Lucia. « Cette femme ne m'a jamais dit ton vrai nom. Elle m'a juste dit que tu t'appellerais Sofia, comme ma fille morte. Elle m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour que je t'emmène loin de Marseille, pour qu'on recommence une nouvelle vie à Lyon. Mais mes papiers d'identité, ma carte d'identité, tout était arrangé. Cette Alejandra avait des contacts. Elle a fait faire de faux papiers où tu apparaissais comme ma petite fille, Lucia Delage et Sofia Delage. » Sofia se laissa tomber dans le fauteuil près du lit. Tout s'écroulait. Son identité, son passé, sa famille, tout était mensonge. Grand-mère, enfin, Lucia, pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit? Parce que je t'aimais, gémit la vieille femme. Dès le premier jour, je t'ai aimée comme ma propre fille. Tu étais si fragile, si perdue. Tu faisais des cauchemars terribles. Tu parlais d'un papa qui te manquait, d'un jardin avec des fleurs. Les souvenirs affluèrent brusquement dans l'esprit de Sofia. Des fragments épars, des images floues, un homme aux cheveux bruns qui la portait sur ses épaules, un grand jardin ensoleillé, des tournesols immenses qui dansèrent dans le vent. Tu dessinais sans arrêt ces mêmes fleurs, ces mêmes papillons. Quand je te demandais pourquoi, tu disais que c'était pour retrouver ton papa. Sofia porta une main tremblante à sa bouche. Ces dessins obsessionnels qui la hantaient depuis l'enfance, ils n'étaient pas nés de son imagination. Ils étaient des souvenirs. Où sont mes vrais papiers, mes documents d'origine? Lucia désigna faiblement l'armoire ancienne qui trônait dans un coin de la chambre, dans la boîte rouge. Tout en haut, Sofia se précipita vers l'armoire, grimpa sur une chaise et fouilla sur l'étagère supérieure. Ses doigts rencontrèrent une boîte métallique rouge, poussiéreuse, cachée derrière de vieux draps. Elle redescendit, les mains tremblantes.
et ouvrit la boîte. À l'intérieur, des photographies. Une petite fille aux boucles châtaines, vêtue de robes coûteuses, souriante dans les bras d'un homme élégant. L'homme avait les mêmes yeux que Sophia, le même sourire. Et sur l'une des photos, la petite fille dessinait, assise dans l'herbe d'un jardin magnifique, entourée de tournesols géants, croquant des papillons qui voltigeaient autour d'elle. Sophia retourna la photo, une écriture masculine, un peu tremblée. Ma petite Bianca et ses dessins magiques. Été 2003. Bianca, Sophia sentit le monde tourner autour d'elle. Au fond de la boîte, elle découvrit une petite bague en or gravée des initiales BM et un document officiel. Un extrait de naissance. Bianca Maréchal, née le 15 mars 1998 à Lyon. Père, Juliane Maréchal. Mère, Sylvia Maréchal. Décédée. Mon Dieu, murmura Sophia. Juliane Maréchal, ce nom lui disait quelque chose. Elle l'avait entendu récemment. Soudain, l'évidence la frappa comme la foudre. L'homme qui avait assisté à son humiliation au supermarché. Celui qui l'avait regardé avec tant d'insistance, avec cette émotion étrange dans les yeux. Lucia, elle se précipita vers le lit. L'homme qui m'a regardé au supermarché hier, je crois que c'était. Mais Lucia avait sombré dans l'inconscience, épuisée par cette confession qui lui avait coûté ses dernières forces. Sophia resta seule avec les photos, la bague, et la certitude terrifiante que sa vie entière n'était qu'un mensonge construit sur un crime. Elle examina de nouveau les clichés. Sur l'une d'elles, elle reconnut l'homme du supermarché, plus jeune de 20 ans, tenant tendrement la petite Bianca dans ses bras. Son père, Sophia, Bianca, serra la photo contre son cœur et pleura sur l'enfance volée, sur les années perdues, sur l'amour paternel dont on l'avait privée. Mais surtout, elle pleura en réalisant que quelque part à Lyon, un homme la cherchait peut-être encore. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Delage, je m'appelle Pablo Boutin. Je suis détective privé. J'aurais quelque chose d'important à vous dire concernant votre passé. » Sophia ferma les yeux. Le destin venait de rattraper 22 années de mensonges. « Je sais déjà, » murmura-t-elle. « Je viens de découvrir qui je suis vraiment. » Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Vous savez, je sais que je m'appelle Bianca Maréchal et je crois que mon père me cherche. » Pablo Boutin avait raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais vécu un moment pareil. Les victimes ne s'appelèrent jamais pour annoncer qu'elles venaient de découvrir leur vraie identité. C'était surréaliste, impossible. Et pourtant, il composa immédiatement le numéro de Juliane. « Pablo, des nouvelles. »« Juliane, il faut que tu t'assoies. Sophia Delage vient de m'appeler. Elle sait qu'elle est Bianca. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Tu en es certain. » Elle a trouvé des photos, des documents. Sa grand-mère lui a tout avoué avant de perdre connaissance. « Juliane, ta fille veut te rencontrer. » À l'autre bout du fil, Juliane Maréchal s'effondra dans son fauteuil de bureau. 22 ans d'attente, d'espoir, de désespoir. Et maintenant, cette phrase simple qui changeait tout. « Ta fille veut te rencontrer ? Où ? Quand ? Elle propose demain matin dans le jardin du manoir. Elle a dit qu'elle se souvenait des tournesols. » Juliane ferma les yeux. Sa petite Bianca se souvenait. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Alejandra Maréchal accueillait Alvaro à l'aéroport Saint-Exupéry. Le jeune homme avait grandi loin d'elle, mais elle reconnaissait ses propres traits dans ce visage fin aux yeux intelligents, grand, mince, élégant dans sa simplicité. Alvaro avait l'allure de ces jeunes gens de bonne famille qui ont reçu la meilleure éducation. « Madame Maréchal, merci d'être venue me chercher, » dit-il poliment en l'embrassant sur les joues. « Appelle-moi Alejandra, voyons. Après toutes ces années... » Dans la voiture, Alvaro observait le paysage lyonnais avec curiosité. C'était la première fois qu'il venait en France autrement que pour de brèves visites de courtoisie. « Cette situation familiale dont vous m'avez parlé, c'est grave. » Alejandra serra le volant. Comment lui expliquer que sa situation familiale risquait de détruire 22 ans de mensonges? Mon mari traverse une période difficile, des résurgences du passé. J'ai pensé que ta présence pourrait l'aider à relativiser. C'était en partie vrai. Alejandra comptait utiliser Alvaro comme diversion, comme preuve vivante qu'elle aussi avait construit quelque chose de beau.
Si Juliane retrouvait Bianca, elle révélerait l'existence de son fils secret et réclamerait sa part d'héritage. « Vous ne m'avez jamais parlé de votre mari en détail, » remarqua Alvaro, à part qu'il était dans les affaires. Juliane dirige un empire financier. C'est un homme. Compliqué. Il a perdu sa première fille il y a longtemps. Ça l'a beaucoup marqué. Alvaro hocha la tête, compatissant. Il ne se doutait pas qu'il roulait vers la maison de son beau-père biologique, ni que cette fille perdue allait bientôt bouleverser sa propre existence, chez les Delage. Sofia veillait Lucia qui oscillait entre conscience et délire. La vieille femme murmurait dans son sommeil, mélangeant présent et passé, regrets et souvenirs. « Pardon, Agustina. Pardon, Bianca. Je voulais juste aimer. » Sofia tenait sa main décharnée, partagée entre la colère et la compassion. Cette femme lui avait menti pendant 22 ans, mais elle l'avait aussi aimé sincèrement, élevé avec tendresse, protégé du monde. Le téléphone sonna vers 20h. Pablo Boutin. « Sofia, comment vous sentez-vous » Perdue, terrifiée, impatiente, tout à la fois. « C'est normal, votre père. »« Julien, il voudrait vous voir demain matin, si vous êtes d'accord. » Sofia regarda les photos étalées sur la table de chevet, ce père qu'elle avait cherché inconsciemment dans chaque dessin, dans chaque rêve flou de son enfance. « Oui, dites-lui que j'aimerais le voir. Il propose le jardin du manoir. Là où vous jouiez petite. » Une bouffée d'émotion submergea Sofia. Des images fragmentaires remontèrent à sa mémoire. Elle courant pieds nus dans l'herbe, riant aux éclats. Un homme qui la poursuivait en faisant semblant d'être un ogre. « Papa !» avait-elle crié en se jetant dans ses bras. « Je serai là !» murmura-t-elle dans le téléphone. Cette nuit-là, Juliane ne dormit pas. Il arpentait le manoir comme un fantôme, s'arrêtant devant chaque photo de Bianca, revivant chaque souvenir. Dans la chambre de sa fille, restée intacte depuis 22 ans, il s'assit sur le petit lit et pleura. Alejandra l'observait depuis le seuil, le cœur rongé par l'angoisse. Elle savait, sans qu'il lui ait rien dit, elle savait que l'impensable était en train d'arriver. « Juliane !» Il leva vers elle un visage transfiguré par l'émotion. « Elle revient, Alejandra. Ma petite fille revient à la maison. » Alejandra sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu dis, Bianca ?»« Je l'ai retrouvée, après toutes ces années. C'est impossible. Tu te fais des illusions encore une fois. » Mais Juliane secoua la tête, serein pour la première fois depuis des décennies. « Non, cette fois, c'est vrai. Elle a les photos, les documents. Elle se souvient du jardin, des tournesols. C'est vraiment elle. » Alejandra s'appuya contre le chambranle pour ne pas s'effondrer. Son plan parfait, construit minutieusement pendant 22 ans, venait de voler en éclats. Où était-elle? Ici, à Lyon, sous nos yeux, elle s'appelle Sofia Delage maintenant. Le nom frappa Alejandra comme une gifle. Delage, comme Véronica Delage, cette femme brisée par la douleur qu'elle avait manipulée pour accomplir l'impensable, tu l'as vue. Demain matin, dans le jardin, Alejandra quitta la chambre en chancelant. Dans le couloir, elle croisa Alvaro qui sortait de la salle de bain, en pyjama. « Alejandra. »« Ça va, vous êtes toute pâle. » Elle le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Son fils, son unique atout dans la bataille qui s'annonçait. « Alvaro, il faut qu'on parle, mais pas ici. Demain, après la visite. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Quelle visite? Rien d'or. » « Mon grand, demain sera une journée particulière. » Le lendemain matin, Sofia se prépara avec un soin méticuleux. Elle avait choisi une robe simple, bleue comme ses yeux, et avait tressé ses cheveux comme elle le faisait enfant selon les photos retrouvées. Dans son sac, elle avait glissé la bague en or et son carnet de dessins. Pablo Boutin vint la chercher à 9h. Le trajet jusqu'au manoir se déroula dans un silence respectueux. Sofia regardait défiler les paysages de la banlieue chic de Lyon, le cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'ils approchaient. Le manoir Marshall se dressait au bout d'une allée, bordée de chênes centenaires. Sofia reconnut immédiatement l'architecture élégante, les volets blancs, la façade de pierre blonde. Tout lui revenait par vagues successives. « C'est ici que j'ai grandi », murmura-t-elle. Pablo gara la voiture devant le perron. « Vous êtes prête ?» Sofia hocha la tête, incapable de parler. Juliane les attendait dans le jardin.
Debout près du massif de tournesol qu'il avait planté en mémoire de sa fille disparue, en 22 ans, ses fleurs avaient grandi, formant maintenant un véritable mur doré qui ondulait sous la brise matinale. Quand Sofia apparut au détour de l'allée, le temps s'arrêta. Père et fille se regardèrent en silence. Séparés par une dizaine de mètres et 22 années de douleur, Sofia avait les traits de Sylvia, mais les yeux de Juliane, cette façon particulière d'incliner la tête quand elle était émue, ce sourire timide qui éclairait tout son visage. « Bianca !» murmura Juliane. « Papa !» Ils coururent l'un vers l'autre et s'étreignirent sous les tournesols, pleurant toutes les larmes que le destin leur avait volées. Autour d'eux, des papillons monarques dansaient dans la lumière dorée du matin, comme s'ils bénissaient ces retrouvailles miraculeuses. « ma petite fille chérie, papa, j'ai tellement dessiné ces fleurs, sans savoir pourquoi. Tu te souvenais ?» Ton cœur se souvenait. Ils restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre, refusant de briser cette magie, de laisser la réalité reprendre ses droits. Pablo Boutin s'éloigna discrètement, laissant la famille se reconstruire. Mais aux fenêtres du manoir, 2 silhouettes les observaient. Alejandra, le visage décomposé par la terreur, et Alvaro, intrigué par cette scène qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait d'une importance capitale. La vérité venait de ressurgir après 22 ans de mensonges, et certains secrets allaient bientôt exploser. 3 heures s'étaient écoulées depuis que Juliane et Sofia s'étaient retrouvées dans le jardin. Ils avaient parlé, ri, pleuré, rattrapant tant bien que mal 22 années de séparation. Sofia découvrait un père aimant, attentionné, qui avait conservé précieusement chaque dessin qu'elle avait fait. Enfant, Julien, lui, retrouvait sa petite fille dans chaque geste, chaque expression de cette jeune femme. « Tu te souviens de ton cheval à bascule ?» demanda-t-il en lui montrant une photo. « Tu l'avais appelé Papillon ?» Sofia ferma les yeux, laissant remonter les souvenirs. « Papillon ? Oui, il était blanc avec une crinière dorée, et je lui racontais des histoires avant de m'endormir. Tu inventais des aventures extraordinaires. Des royaumes magiques peuplés de tournesols géants et de papillons parlants. Chaque détail confirmé était une petite victoire contre l'oubli, une pièce du puzzle de son enfance qui se remettait en place. Pablo Boutin, qui les avait laissés seuls pendant ses retrouvailles, revint avec une mallette. Il va falloir procéder au test ADN officiel, pour la police, pour les papiers d'identité. Bien sûr, acquiesça Sofia. Je comprends. Mais au fond de son cœur, elle n'avait besoin d'aucune preuve scientifique. Cette connexion immédiate, cette évidence qui s'était imposée dès qu'elle avait vu Julien, c'était plus fort que tous les tests du monde. Les résultats prendront 48 heures, expliqua Pablo en prélevant délicatement des échantillons de salive. Mais c'est juste une formalité. Pendant qu'il procédait à ces vérifications, Alejandra tournait en rond dans le salon du manoir comme une lionne en cage. Alvaro l'observait avec inquiétude. « Alejandra, vous devriez peut-être vous asseoir. Vous êtes très pâle. Cette fille, d'où elle sort, comment elle peut prétendre être la fille de Monsieur Maréchal ?» Alvaro avait fini par comprendre la situation en observant la scène dans le jardin. « Mais c'est merveilleux, après toutes ces années de recherche. » Alejandra le regarda comme s'il venait de préférer une obscénité. « Merveilleux, tu ne comprends pas ce que ça signifie ? Non, effectivement, vous pourriez m'expliquer ?» Alejandra réalisa qu'elle en avait trop dit. Alvaro ignorait tout des secrets de famille, des crimes du passé, de sa propre identité. Pour lui, elle n'était qu'une bienfaitrice généreuse qui l'avait aidé à s'élever socialement. « Excuse-moi mon grand, je suis juste, bouleversée, c'est un choc énorme pour nous tous. » En fin d'après-midi, Juliane fit entrer Sofia dans le manoir. Elle découvrait sa maison d'enfance avec des yeux d'adulte, retrouvant peu à peu ses repères. « Ma chambre !» murmura-t-elle en s'arrêtant devant une porte au premier étage. « Je l'ai gardée exactement comme tu l'avais laissée. » Juliane ouvrit la porte avec une émotion palpable. Sofia entra et resta figée sur le seuil. Tout était là. Son lit à baldaquin rose, ses poupées alignées sur l'étagère, ses livres d'images, et surtout, ses dessins punaisés au mur, mes tournesols, souffla-t-elle en s'approchant. Tu en faisais un nouveau chaque jour, je les ai tous gardés. Sofia effleura du bout des doigts ses œuvres d'enfant. Le trait était maladroit. Enfantin, mais déjà cette obsession pour les mêmes motifs. Ces papillons monarques qui dansaient entre les pétales, comme s'ils portaient un message secret.
Pourquoi je dessinais toujours ça? Ta maman adorait les papillons. Elle disait qu'ils symbolisaient la renaissance, la transformation quand tu es né. Elle a planté ce jardin de tournesol pour t'accueillir. Elle disait que c'était tes premières toiles. Sophia s'assit sur son ancien lit, submergée par l'émotion. Tout prenait sens. Son besoin compulsif de dessiner, cette mélancolie inexpliquée qui l'habitait, cette impression permanente qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Et cette Lucia, enfin, Véronica, vous la connaissiez? Le visage de Juliane s'assombrit. Jamais entendu ce nom avant que Pablo me raconte. Mais on va découvrir qui l'a manipulée, qui l'a poussée à t'enlever. C'est à ce moment qu'Alejandra apparut dans l'encadrement de la porte, le teint livide mais s'efforçant de paraître composé. « Juliane, tu ne me présentes pas. » Un silence gêné s'installa. Sophia se leva, instinctivement méfiante face à cette femme élégante qui la regardait avec une hostilité à peine dissimulée. « Sophia, je te présente Alejandra, mon épouse, Alejandra. Voici Sophia, ou plutôt, Bianca. » Alejandra s'avança et tendit une main froide. « Enchantée, Juliane m'a beaucoup parlé de vous au fil des années. » Sophia serra poliment cette main qui tremblait légèrement. Quelque chose dans le regard d'Alejandra la mettait mal à l'aise. Une lueur de peur, de colère contenue. « Merci de l'avoir soutenue pendant toutes ces années de recherche, » dit Sophia diplomatiquement. « Oh, vous savez, c'était naturel. » Le mot sonna faux. Alvaro choisit ce moment pour apparaître, curieux de rencontrer cette demi-sœur inattendue. « Bonjour, moi c'est Alvaro Blanchet. » Sophia le regarda avec surprise. Ce jeune homme avait quelque chose de familier, sans qu'elle puisse identifier quoi. « Alvaro est un ami de la famille, » expliqua rapidement Alejandra. « Je finance ses études, un garçon très prometteur. Ravi de vous rencontrer, » dit Alvaro avec un sourire chaleureux. « Votre histoire est incroyable. Retrouver sa famille après tant d'années. » Sophia sourit en retour. Contrairement à Alejandra, ce jeune homme dégageait une sympathie naturelle. « Et vous étudiez quoi ? L'économie internationale en Suisse, mais j'avoue que l'art m'intéresse beaucoup aussi. Alejandra m'a dit que vous dessiniez. Depuis toujours, c'est même comme ça que papa m'a reconnue. » Juliane observait cette scène avec bonheur. Sa fille qui parlait avec aisance, qui souriait, qui semblait s'adapter rapidement à son retour dans la famille, seul détail troublant. L'attitude d'Alejandra, de plus en plus tendue au fil des minutes. Le dîner fut un mélange d'émotions contradictoires. Juliane rayonnait, multipliant les anecdotes sur l'enfance de Bianca. Montrant des albums photos, évoquant Sylvia avec une tendresse que Sophia trouvait bouleversante, Alvaro se révélait un convive agréable, posant des questions intelligentes sur l'art, les voyages, la vie. Sophia découvrait qu'il partageait une passion pour la littérature et l'histoire. Alejandra, elle, parlait peu, se contentant de réponses monosyllabiques et lançant parfois des regards inquiets vers son mari. « Il va falloir organiser les démarches administratives », dit Juliane vers la fin du repas. « Faire reconnaître officiellement ton identité, récupérer tes droits, ton héritage. »« Mon héritage », Sophia fronça les sourcils. « Je n'ai besoin de rien, papa. J'ai juste besoin de vous avoir retrouvé. Bianca, tu es ma fille unique. L'empire Santa Maria Holdings t'appartient autant qu'à moi. » Alejandra faillit s'étrangler avec son verre de vin. Fille unique. Et Alvaro, alors, mais elle ne pouvait rien dire sans révéler la vérité sur les origines du jeune homme. « Honnêtement, je ne connais rien aux affaires, » avoua Sophia. « J'ai été élevée simplement. J'ai appris à me débrouiller avec 3 fois rien. Et c'est tout à ton honneur, » dit Juliane avec fierté. « Mais tu es une Marshall. Il faut que tu comprennes de quoi tu hérites. » Alvaro écoutait cet échange avec un mélange de fascination et de gêne. Il réalisait soudain l'ampleur de la fortune Marshall et sa propre position précaire dans cette famille recomposée. Après le dîner, Sophia demanda à retourner voir Lucia. La vieille femme était son seul lien avec les 22 dernières années et elle se sentait coupable de l'avoir laissée seule si longtemps. « Je vais te conduire, » proposa Juliane. « Et demain, on la fera transférer dans la meilleure clinique privée de Lyon. C'est le minimum qu'on puisse faire pour la femme qui t'a élevée. » Dans la voiture, Sophia regardait défiler les lumières de la ville. « Papa, vous pensez qu'on découvrira qui a organisé mon enlèvement ? Pablo Boutin ne lâchera pas l'affaire. Et moi non plus.
Quelqu'un va payer pour ces 22 années volées. Ce que Julian ne savait pas, c'est que le coupable dînait à sa table chaque soir depuis 20 ans, et qu'à cet instant précis, Alejandra était au téléphone avec Mauricio Blanchet, paniqué. Il faut qu'on se débarrasse de toutes les preuves, tous les documents, tous les virements. Si Pablo Boutin creuse dans nos finances, Alejandra, calme-toi, on a le temps, et puis on a toujours l'option finale. Laquelle? Alvaro ne sait rien de ses origines. Il pourrait avoir un accident, un jeune homme qui conduit trop vite sur les routes suisses. Alejandra frissonna. Éliminer son propre fils pour sauver sa peau. La spirale infernale qu'elle avait déclenchée 22 ans plus tôt était en train de l'engloutir. 48 heures plus tard, les résultats des tests ADN arrivèrent. Pablo Boutin convoqua toute la famille dans son bureau pour l'annonce officielle. Bien que personne n'eût le moindre doute sur le résultat, correspondance parfaite, annonça-t-il solennellement. Sophia Delage est bien Bianca Maréchal, fille de Julian Maréchal et de Sylvia Maréchal, née le 15 mars 1988. Julian serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Maintenant, on va pouvoir lancer l'enquête officielle. Je veux que les coupables paient. J'ai déjà alerté le commissaire Moreau, dit Pablo. L'affaire va être rouverte. Kidnapping, séquestration, faux et usage de faux. On parle de crimes graves avec des peines lourdes. Alejandra, présente dans le bureau, sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa discrètement au bras de son fauteuil pour ne pas s'effondrer. « Qu'est-ce que ça implique concrètement ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. Enquête approfondie sur tous les contacts de Véronica Delage en 2003, vérification des mouvements de fonds suspects, audition de tous les témoins potentiels. Pablo consulta ses notes. Et bien sûr, interrogatoire serré de Lucia Delage dès qu'elle sera en état de parler. « Elle est très malade », intervint Sophia. « Je ne suis pas sûre qu'elle puisse. »« Ma petite », dit gentiment Pablo. « Cette femme détient les clés de l'enquête. Elle est la seule à connaître l'identité de la personne qui l'a manipulée. » Ce soir-là, Alejandra était dans tous ses états. Elle fit les 100 pas dans sa chambre, essayant de trouver une solution. Mauricio arriva vers 23 heures par la porte de service, comme il le faisait depuis des années pour leur rendez-vous secret. « Il faut qu'on parte, Alejandra, tout de suite, ce soir. Et Alvaro, on l'emmène. » On lui dit la vérité une fois qu'on sera en sécurité. Alejandra regarda autour d'elle cette chambre luxueuse qui avait été la sienne pendant 20 ans, tout abandonnée, renoncer à cette vie qu'elle avait construite pierre par pierre. Non, il y a peut-être une autre solution. Elle ouvrit un tiroir secret de sa commode et en sortit un petit flacon de verre. Un produit qu'elle avait conservé de ses années d'infirmière, inodore, incolore, indétectable après quelques heures. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mauricio. « Un dérivé de digitaline, ça provoque un arrêt cardiaque qui ressemble à une mort naturelle. »« Tu veux ? Lucia Delage ne parlera jamais si elle est morte. » Et une vieille femme cancéreuse qui succombe à sa maladie, personne ne trouvera ça suspect. Mauricio recula, horrifié. « Alejandra, on parle de meurtre. On parle de survie. Tu préfères passer 20 ans en prison. » Pendant qu'Alejandra planifiait son crime, Alvaro ne parvenait pas à dormir. Depuis son arrivée, il sentait des tensions qu'il ne comprenait pas. L'attitude d'Alejandra, les regards échangés entre elle et ce Mauricio qu'il avait aperçu plusieurs fois rôder autour du manoir. Il décida de faire une promenade nocturne dans le jardin pour réfléchir. C'est là qu'il entendit des voix provenant du bureau de Julian. Resté éclairé malgré l'heure tardive, par la fenêtre entr'ouverte, il aperçut son bienfaiteur au téléphone avec Pablo Boutin. « Vous avez trouvé quelque chose sur les finances ?» demandait Julian. « Oui, et c'est troublant. J'ai découvert des virements réguliers vers la Suisse, toujours la même banque. Toujours le même montant. Ça a commencé quelques mois après la disparition de Bianca, et ça continue encore aujourd'hui. » Alvaro sentit son sang se glacer. La Suisse, sa pension, les virements qui finançaient ses études. « Combien ?» demanda Julian. 5 000 € par mois, pendant 22 ans. Ça fait plus d'1 million d'euros au total. L'argent part d'un compte secondaire de Santa Maria Holdings. Qui avait accès à ce compte? D'après mes vérifications, seulement vous et votre comptable, Mauricio Blanchet. Alvaro eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui. Mauricio Blanchet. L'homme qui était officiellement son père adoptif, l'homme qui avait prétendument bénéficié de la charité d'Alejandra pour financer l'éducation d'un orphelin, mais si l'argent venait directement des comptes Maréchal,
Mauricio Blanchet, murmurait Juliane au téléphone. Cet homme travaille pour moi depuis 15 ans. Je lui fais confiance aveuglément. Juliane, il va falloir qu'on l'interroge et qu'on découvre l'identité de ce bénéficiaire en Suisse. Alvaro n'en entendit pas davantage. Il courut vers le manoir, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Tout était lié. Son éducation, sa vie entière, l'enlèvement de Bianca. Il grimpa 4 à 4 l'escalier et se dirigea vers la chambre d'Alejandra. Il fallait qu'il sache la vérité. Il frappa doucement à la porte. « Alejandra, c'est Alvaro, il faut qu'on parle. » La porte s'ouvrit. Alejandra était en peignoir, les cheveux défaits, le visage livide. « Alvaro, qu'est-ce qui se passe? Il est minuit passé. Qui suis-je vraiment ?» La question claqua dans l'air comme un coup de fouet. Alejandra vacilla. Je ne comprends pas. L'argent qui finance mes études vient des comptes de Monsieur Maréchal. Mauricio Blanchet travaille pour lui. Et vous? Vous étiez infirmière à l'hôpital où la mère de Bianca est morte. Alvaro avait assemblé les pièces du puzzle en quelques minutes d'intense réflexion. Qui suis-je, Alejandra? Elle le regarda longuement, puis ses épaules s'affaissèrent. À quoi bon mentir encore, tôt ou tard? L'enquête révélerait tout. Tu es mon fils, Alvaro. Mon fils et celui de Mauricio. Le jeune homme encaissa le choc en silence. Et Bianca, qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Alejandra ferma les yeux. Après 22 ans de mensonges, la vérité avait un goût amer. Je l'ai fait enlever. Les mots sortirent dans un souffle, comme un aveu au confessionnal. Pourquoi? Parce que j'aimais ton beau-père. Parce que je voulais qu'il m'aime en retour. Mais il ne pensait qu'à cette gamine. Elle était un obstacle. Alvaro recula, dégoûté. Vous avez détruit la vie d'une enfant de 5 ans par jalousie. J'ai donné une famille à une femme qui venait de perdre sa fille. Véronica Delage était en dépression après la mort d'Agustina. Elle avait besoin d'aimer quelqu'un. En mentant, en kidnappant, en détruisant une famille. Les éclats de voix attirèrent Juliane et Sofia qui montaient se coucher. Ils trouvèrent Alvaro et Alejandra face à face dans le couloir. Le jeune homme tremblant de rage. La femme en larmes. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Juliane. Alvaro se tourna vers lui, le regard brillant de colère et de honte. « Monsieur Maréchal, je suis désolée, tellement désolée. » « Désolée de quoi ? Ma mère, enfin... » Alejandra, c'est elle qui a orchestré l'enlèvement de votre fille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sofia porta une main à sa bouche, horrifiée. Juliane regarda tour à tour Alvaro et Alejandra, comme s'ils ne comprenaient pas. « Qu'est-ce que tu dis ? Elle vient de me l'avouer. Elle a manipulé une femme en deuil pour qu'elle enlève Bianca. Elle vous a épousé en sachant où était votre fille. » Juliane avança vers Alejandra. Le visage décomposé par l'incrédulité et la rage. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Alejandra leva vers lui des yeux remplis de larmes. 20 ans de mariage, 20 ans de comédie, tout s'effondrait. « Je t'aimais, Juliane. Je t'aimais tellement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le cri résonna dans tout le manoir. Alejandra fondit en larmes. « Je voulais juste que tu m'aimes comme tu l'aimais elle, comme tu aimais Bianca. » Juliane la gifla, un geste sec, violent, chargé de 22 ans de douleur, de culpabilité, de nuits blanches à chercher sa fille. « Monstre, tu es un monstre. » Sofia s'approcha de son père et lui prit le bras. « Papa, appelons la police. » Mais Alejandra s'était ressaisie. Elle essuya ses larmes et redressa la tête avec une dignité retrouvée. « La police, tu crois qu'ils vont me croire sur parole? Où sont les preuves? Lucia parlera ?» dit Sofia. Un sourire glacial étira les lèvres d'Alejandra. « Lucia ne parlera plus jamais. » Elle sortit de sa poche le petit flacon de digitaline. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alvaro, horrifié. « Son billet pour le silence éternel, j'allais la voir demain matin, un petit accident médical qui aurait pu prévoir que le cœur d'une vieille cancéreuse lâche. » Cette fois, ce fut Sofia qui explosa. « Vous êtes folle, complètement folle. Je suis réaliste. Sans Lucia, vous n'avez aucune preuve, que des suppositions. » Mais Alvaro fit un pas en avant, déterminé. « Vous avez une preuve, moi. » Il se tourna vers Juliane et Sofia. « Je témoignerai contre elle, de tout ce qu'elle vient d'avouer, de ma propre existence qui prouve ses mensonges. » Alejandra regarda son fils avec stupeur. « Alvaro, tu es mon enfant. Vous n'êtes pas ma mère. Une mère ne commet pas de tels crimes. » Et pour la première fois depuis 22 ans,
Alejandra Maréchal comprit qu'elle avait définitivement perdu. L'arrestation d'Alejandra eut lieu le lendemain matin à l'aube. Pablo Boutin avait travaillé toute la nuit avec le commissaire Moreau pour rassembler suffisamment d'éléments afin d'obtenir un mandat d'arrêt. Le témoignage d'Alvaro, les virements suspects vers la Suisse et surtout la possession du poison destiné à Lucia formaient un faisceau de preuves accablants. Alejandra Maréchal, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration, faux et usage de faux, et tentative d'empoisonnement, annonça le commissaire Moreau en lui passant les menottes. Alejandra ne résista pas. Elle regardait fixement Julián, comme si elle espérait encore un geste de clémence de sa part, mais les yeux de son mari étaient en froid comme l'acier. 20 ans de ma vie, murmura-t-il. 20 ans à vivre avec l'assassin de mon bonheur. Je ne l'ai pas tuée. Elle a été heureuse avec Lucia. Tu as tué l'enfant qu'elle était. Tu as volé nos 22 années ensemble. Alejandra fut emmenée sous les regards des voisins attroupés. En quelques heures, l'affaire ferait la une de tous les journaux de France. Alvaro était effondré. Assis dans le salon du manoir, il fixait ses mains tremblantes, rongé par la culpabilité. « Toute ma vie est un mensonge », murmurait-il. « Mon éducation, mes études, tout a été financé par l'argent de ce crime. » Sofia s'assit près de lui, malgré tout ce qui s'était passé. Elle éprouvait de la compassion pour ce jeune homme qui découvrait l'horreur de ses origines. « Vous n'y êtes pour rien. Alvaro, vous étiez un enfant. Mais maintenant je sais comment je vais pouvoir vivre avec ça. » Julián observait ce garçon qui était techniquement son beau-fils, fruit des amours adultères de sa femme et de son comptable. En temps normal, il l'aurait chassé sur le champ, mais les circonstances n'avaient dit rien de normal. « Alvaro, regarde-moi. » Le jeune homme leva des yeux rougis vers Julián. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire hier soir. Tu as choisi la justice contre ta propre mère. Ça prouve qui tu es vraiment. Mais l'argent, votre argent, cet argent, je le récupérerai sur les comptes suisses. Ce qui compte, c'est que tu aies eu le courage de dire la vérité. » Pablo Boutin fit son apparition, l'air soucieux. « Il faut qu'on parle de Mauricio Blanchet. Il a disparu. » « Comment ça, disparu ? Son appartement est vide. Selon les voisins, il est parti hier soir avec 2 valises. Je pense qu'Alejandra l'a prévenu. » Julián serra les poings. « Cet homme a été mon bras droit pendant 15 ans. Il connaît tous les rouages de l'entreprise, tous les comptes. On a lancé un avis de recherche international et gelé tous les comptes auxquels il avait accès. » Alvaro pâlit. « Il sait que je suis son fils biologique. S'il panique, qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sofia. « Hier soir, avant que tout éclate, j'ai entendu Alejandra au téléphone avec lui. Il parlait de m'éliminer si les choses tournaient mal. » Un silence glacé accueillit cette révélation. « Pablo, » dit Julián d'une voix dure, « je veux une protection pour Alvaro. 24 heures sur 24. C'est déjà en cours, pendant ce temps. » Au commissariat, Alejandra était interrogée par le commissaire Moreau et le juge d'instruction fraîchement saisi de l'affaire. Elle avait refusé la présence d'un avocat, convaincue qu'elle pouvait encore s'en sortir par la parole. « Madame Maréchal, expliquez-nous comment vous avez procédé pour l'enlèvement de Bianca. » Alejandra soupira. « Autant tout raconter maintenant. De toute façon, Alvaro avait déjà tout révélé. J'étais infirmière au service gynécologie quand Sylvia Maréchal est morte. J'ai vu Julián dans sa douleur, sa solitude. Je suis tombée amoureuse. Continuez. Mais il y avait cet enfant, Bianca. Julián ne voyait qu'elle. Je comprenais bien que tant qu'elle serait là, je n'aurais jamais sa place dans son cœur. Alors vous avez décidé de la faire disparaître. J'ai rencontré Véronica Delage à l'hôpital. Elle venait de perdre sa fille de 5 ans dans un accident. Elle était brisée, complètement détruite. Le commissaire prenait des notes méthodiquement. Je lui ai proposé un arrangement. Elle aurait une nouvelle fille à aimer, et moi j'aurais une chance avec Julián. Comment avez-vous organisé concrètement l'enlèvement ? Mauricio m'aidait déjà financièrement à l'époque. Nous étions proches. Il avait un frère, Léon, routier. C'est lui qui s'est chargé du transport. Et le soir de la disparition, Alejandra ferma les yeux. Revivant cette nuit qui avait changé tant de destins, il y avait une fête d'anniversaire au manoir. J'étais invitée en tant qu'amie de la famille. J'ai mis un somnifère léger dans le gâteau de Bianca. Rien de dangereux, juste de quoi l'endormir. Ensuite, quand elle s'est endormie dans sa chambre, je l'ai portée jusqu'à la fenêtre. Léon attendait avec une échelle.
On l'a descendue et emmenée directement chez Véronica à Marseille. Et les médicaments pour effacer sa mémoire, du midazolam, principalement, ça provoque une amnésie antérograde, mélangée à d'autres produits sur plusieurs mois. Ça a créé une confusion mentale qui l'a amené à accepter sa nouvelle identité. Le commissaire était écœuré par tant de calculs, de préméditation. Vous vous rendez compte que vous avez détruit la vie d'une enfant de 5 ans. Je lui ai donné une famille aimante. Lucia l'a élevée avec tendresse, sous une fausse identité, en la privant de son père. Alejandra ne répondit pas. Au fond, elle savait que ses justifications sonnaient un faux. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, révélant peu à peu l'ampleur de la conspiration, les faux papiers, les virements réguliers vers la Suisse pour Alvaro, les années de mensonges. Et si Lucia avait parlé plus tôt, je l'aurais empêché. Comment? Comme j'allais le faire hier, avec de la digitaline. Vous aviez déjà tué pour protéger votre secret. Non, jamais, mais j'étais prête à tout pour préserver ma famille. En fin d'après-midi, Pablo Boutin reçut un appel de la police fédérale suisse. Mauricio Blanchet avait été intercepté à la frontière italienne avec 2 millions d'euros en liquide dans ses bagages. Il sera extradé dans les 48 heures, annonça Pablo à Julian. On va pouvoir récupérer l'argent et avoir sa version des faits. Alvaro était soulagé. Au moins, il ne pourra plus me nuire. Alvaro, dit Sofia doucement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le jeune homme réfléchit. Je vais finir mes études, avec mon propre argent cette fois, et essayer de réparer le mal qui a été fait en mon nom. Comment? Je ne sais pas encore. Peut-être en travaillant pour une association qui aide les familles de disparus, ou en finançant des recherches sur les enfants kidnappés. Juliane l'observait avec un respect grandissant. Ce garçon avait du caractère. Si tu veux, tu peux rester ici le temps de voir clair dans ta situation. Tu es techniquement de la famille. Alvaro sourit pour la première fois depuis des jours. Merci, monsieur Maréchal. Ça me ferait plaisir de connaître ma demi-sœur. Sofia lui rendit son sourire, malgré les circonstances dramatiques. Elle commençait à apprécier ce jeune homme intègre qui avait choisi la vérité contre ses propres intérêts. Le soir même, Pablo apporta une nouvelle troublante. Lucia Delage a repris connaissance. Elle demande à voir Sofia. Elle dit qu'elle a encore des choses importantes à révéler. Quoi encore? Soupira Juliane. Elle parle d'autres enfants, d'autres familles. Sofia sentit son sang se glacer. Alejandra a recommencé. On va le savoir très vite. Je vous accompagne à l'hôpital. 1 heure plus tard. Ils étaient au chevet de Lucia. La vieille femme était d'une maigreur effrayante, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Ma petite », murmura-t-elle en serrant la main de Sofia, « il faut que tu saches, Alejandra, elle ne s'est pas arrêtée avec toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au fil des années, elle me contactait parfois, elle me demandait si je connaissais d'autres femmes, d'autres mères en deuil. » Pablo se pencha vers le lit. Combien d'autres enfants? Je ne sais pas exactement, mais au moins 3, peut-être 4. L'horreur de la révélation s'abattit sur eux. Alejandra n'était pas seulement la kidnappeuse de Bianca, elle dirigeait un véritable réseau. « Il faut prévenir Interpol », dit Pablo. Immédiatement. Cette nuit-là, Sofia ne put fermer l'œil. Elle pensait à ses autres enfants quelque part en Europe, privés de leur vraie famille, élevés sous de fausses identités. Combien de Bianca y avait-il encore à retrouver? 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation d'Alejandra. L'enquête internationale révélait peu à peu l'ampleur du réseau qu'elle avait orchestré. 4 autres enfants avaient été identifiés, enlevés entre 2004 et 2010, tous placés chez des femmes endeuillées dans différents pays d'Europe. 2 avaient déjà été retrouvés et rendus à leur famille biologique. Mauricio Blanchet, extradé de Suisse, avait avoué sa complicité en échange d'une réduction de peine. Ces révélations avaient permis de démanteler complètement le réseau et de récupérer la majeure partie des fonds détournés au manoir Maréchal. Une nouvelle routine s'était installée. Sofia s'adaptait progressivement à sa vie retrouvée, partageant son temps entre les démarches administratives pour récupérer officiellement son identité et les moments précieux avec son père. Alvaro était resté, devenant peu à peu un membre à part entière de cette famille recomposée. Juliane avait créé un fonds d'aide aux familles de disparus, confiant la gestion à Sofia et Alvaro. Ensemble, ils préparaient l'ouverture prochaine de l'Institut Bianca Maréchal. Ce soir-là, un orage d'une violence exceptionnelle s'abattait sur Lyon. Les éclairs zébraient le ciel noir, et le vent faisait gémir les volets du manoir. Sofia était dans l'ancienne chambre de Bianca,
qu'elle avait choisi de réaménager en conservant quelques souvenirs d'enfance. Elle feuilletait un album photo quand Alvaro frappa à sa porte. « Sofia, ça va? Tu n'as pas peur de l'orage ?»« Non, au contraire. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petite. » Papa venait me rassurer pendant les tempêtes. Alvaro s'assit près d'elle. En 3 semaines, ils avaient développé une complicité fraternelle touchante. « Tu sais, je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai une sœur. Demi-sœur, corrigea Sofia en souriant. Sœur tout court, le sang ne fait pas tout. » Ils furent interrompus par le système de sécurité qui se déclenchait. Une alarme stridente retentit dans tout le manoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Sofia. Juliane apparut dans le couloir, son téléphone à la main. « Pablo. Oui, l'alarme vient de sonner. Comment ça ? Elle s'est échappée. » Sofia sentit son cœur s'emballer. « Papa, qui s'est échappé ?» Juliane raccrocha, le visage livide. « Alejandra, elle a agressé une surveillante pendant son transfert médical et s'est enfuie. Pablo pense qu'elle pourrait venir ici. Comment elle ferait ? Le manoir est surveillé. Elle connaît tous les passages secrets de cette maison. Et avec cet orage, les caméras extérieures sont en partie hors service. » Alvaro se leva d'un bond. « Il faut appeler la police. C'est fait, mais ils ne pourront pas être là avant 20 minutes avec cette tempête. » Un éclair particulièrement violent illumina le jardin. Révélant une silhouette qui courait vers la maison, Sofia la reconnut immédiatement. « Elle est là !» Alejandra Maréchal n'était plus que l'ombre de la femme élégante qui régnait sur ce manoir 3 semaines plus tôt. Ses cheveux détachés collaient à son visage ruisselant de pluie. Ses vêtements de détenue étaient trempés et déchirés. Mais surtout, ses yeux brillaient d'une lueur de folie qui glaçait le sang. Elle avait réussi à s'introduire par la cave, empruntant un passage secret qu'elle seule connaissait. Dans sa main droite, elle serrait un couteau de cuisine qu'elle avait volé lors de son évasion. « Juliane !» cria-t-elle en montant l'escalier. « Où es-tu ? Il faut qu'on parle. » En haut, Juliane poussa Sofia et Alvaro vers sa chambre. « Enfermez-vous, n'en sortez pas quoi qu'il arrive. »« Papa, non. Venez avec nous. Elle vient pour moi. Je ne vais pas vous mettre en danger. »« Monsieur Maréchal, » intervint Alvaro. « Elle est complètement folle. Vous ne pouvez pas l'affronter seule. » Mais Juliane était déjà dans le couloir, marchant vers l'escalier d'un pas déterminé. « Alejandra, je suis là. Laisse les enfants en dehors de ça. » La voix d'Alejandra résonna depuis le rez-de-chaussée, déformée par la rage et la démence. « Les enfants, tu veux dire ton enfant et mon enfant, nos 2 petits chéris qui ont détruit notre famille ?» Juliane descendit lentement, les mains visibles pour montrer qu'il n'était pas armé. « Notre famille était fondée sur un mensonge, Alejandra. Tu as construit notre mariage sur le malheur d'une enfant. J'ai construit notre mariage sur l'amour. J'ai tout fait pour toi. » Elle apparut au pied de l'escalier, le couteau pointé vers lui. Ses joues étaient striées de larmes qui se mêlaient à la pluie. « Tu m'as aimée, Juliane. Pendant 20 ans, tu m'as aimée. On était heureux. J'ai aimé une illusion, une femme qui n'existait pas. » Alejandra poussa un cri de rage et bondit vers lui. Juliane l'esquiva de justesse, et ils roulèrent ensemble sur le sol du grand salon, à l'étage. Sofia et Alvaro avaient entendu le bruit de la lutte. Malgré les ordres de Juliane, Sofia n'y tenait plus. « Je ne peux pas rester là sans rien faire. Sofia, ton père a raison, c'est trop dangereux. C'est mon père, et c'est à cause de moi qu'elle est devenue folle. » Elle ouvrit la porte et se précipita vers l'escalier. Alvaro la suivit, incapable de la laisser seule. En bas, Juliane et Alejandra luttèrent toujours. Elle était plus faible physiquement, mais la folie lui donnait une force décuplée. Le couteau avait volé à plusieurs mètres, mais elle griffait, mordait, frappait avec l'énergie du désespoir. « Tu aurais pu être heureuse », criait Juliane en essayant de l'immobiliser. « Tu aurais pu avoir une vraie famille. J'avais une vraie famille, toi, moi et Alvaro quand il serait revenu. Mais cette garce est revenue tout détruire. » C'est à ce moment que Sofia apparut en haut de l'escalier. « Cette garce, c'est moi, et c'est moi que vous voulez. » Alejandra se figea. Levant vers elle des yeux injectés de sang, « Bianca, ma petite Bianca qui a tout gâché. » Elle se dégagea de l'étreinte de Juliane et ramassa le couteau. « Tu étais si mignonne à 5 ans, si innocente. Je me suis parfois demandé si j'avais bien fait de te laisser vivre. » Sofia descendit lentement les marches, les mains levées en signe de paix. « Vous pourriez encore bien faire. Posez ce couteau et rendez-vous. Papa vous pardonnera peut-être. Ton papa. »
Alejandra eut un rire hystérique. « Ton papa ne pense qu'à toi, comme avant, comme toujours. Moi, je n'existe plus. C'est faux, papa vous a aimé. Pendant 20 ans, il vous a aimé sincèrement. Il aimait l'idée de moi, pas moi. » Sofia était maintenant à portée de couteau. Alejandra la regardait avec un mélange de haine et de fascination. « Tu sais ce qui me rend folle, c'est que tu lui ressembles, à Sylvia, cette perfection que je n'atteindrai jamais. » Alejandra. La voix d'Alvaro résonna derrière elle. Sa mère biologique se retourna et son expression changea du tout au tout. Soudain, elle redevenait humaine. « Mon fils, mon petit garçon. Maman, pose ce couteau s'il te plaît. » Alvaro descendait à son tour, très lentement, parlant d'une voix douce comme à un animal blessé. « Tu m'as donné la vie. Tu m'as offert la meilleure éducation possible. Ne gâche pas tout maintenant. Alvaro, tu me pardonnes. Je ne peux pas pardonner tes crimes. Mais tu restes ma mère. » Alejandra baissa légèrement le couteau, émue par ces mots qu'elle n'espérait plus entendre. « Je voulais juste qu'on soit une famille. On peut encore l'être d'une certaine façon. Mais il faut que tu te rendes. » Pendant un instant, l'espoir illumina le visage d'Alejandra. Elle regarda tour à tour Juliane, Sofia et Alvaro, ces 3 personnes qui avaient été sa famille. Puis la réalité la rattrapa. 20 ans de prison l'attendaient. Une vie détruite. Plus jamais elle ne reverrait son fils libre. « Non, » murmura-t-elle. « C'est trop tard. » Elle leva le couteau vers Sofia, déterminée à finir ce qu'elle avait commencé 22 ans plus tôt, mais Alvaro bondit et s'interposa entre elles. « Non, assez de morts, assez de violence. » Le couteau destiné à Sofia se planta dans l'épaule d'Alvaro. Il s'effondra en criant. « Alvaro !» hurla Alejandra, réalisant l'horreur de son geste. Le couteau tomba de ses mains. Elle se jeta à genoux près de son fils blessé, tentant désespérément d'arrêter l'hémorragie. « Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est à ce moment que la police enfonça la porte d'entrée. Alertée par les voisins qui avaient entendu les cris malgré l'orage, Alejandra leva les mains, complètement brisée. « Je me rends, aidez mon fils. Je vous en supplie, aidez mon fils. » 6 mois plus tard, le soleil de printemps caressait doucement les façades dorées de Lyon, apportant cette lumière particulière qui fait danser les ombres et réveille les espoirs. Dans le jardin du manoir Maréchal, les tournesols plantés en mémoire de Bianca avaient été rejoints par de nouveaux massifs, créant un véritable océan doré qui ondulait sous la brise matinale. Sofia, qui avait officiellement repris le nom de Bianca Sofia Maréchal pour honorer à la fois son identité retrouvée et la femme qui l'avait élevée, ajustait le ruban tricolore qui ornait la grille d'entrée. Aujourd'hui marquait l'inauguration officielle de l'Institut Bianca Maréchal, fondation dédiée à la recherche des personnes disparues et au soutien des familles brisées. « Tu es nerveuse ?» demanda Alvaro en s'approchant d'elle. Le jeune homme portait encore son bras en écharpe, séquelle de l'agression d'Alejandra, mais il avait retrouvé sa sérénité. Les mois de thérapie l'avaient aidé à accepter ses origines tragiques, tout en construisant une nouvelle identité fondée sur ses propres choix. « Un peu », avoua Sofia. « J'ai l'impression que tout a commencé ici, dans ce jardin. C'est symbolique de terminer ici aussi. On ne termine rien. On commence tout. » Sofia sourit. Alvaro avait cette façon particulière de transformer les fins en nouveaux départs. Depuis 6 mois, il était devenu bien plus qu'un demi-frère, un véritable ami, un complice, un pilier sur lequel elle pouvait s'appuyer. Juliane apparut au bout de l'allée, élégant dans son costume sombre, mais le visage éclairé d'une sérénité qu'on ne lui avait pas vue depuis des décennies. La thérapie, les retrouvailles avec sa fille, et surtout le travail de reconstruction l'avaient transformé. Il avait retrouvé cette capacité d'émerveillement qu'Alejandra avait cru définitivement éteinte. « Les invités commencent à arriver », annonça-t-il. « Pablo est déjà là avec l'équipe de la fondation, et… » Il hésita, puis prit une profonde inspiration. « Lucia souhaite te voir avant la cérémonie. » Sofia sentit son cœur se serrer. Lucia Delage, Véronica de son vrai nom, était sortie de prison la semaine précédente. Condamnée à 3 ans avec sursis pour complicité d'enlèvement, elle avait bénéficié de circonstances atténuantes en raison de son état de santé et de sa coopération totale avec la justice. Le cancer progressait inexorablement et les médecins lui donnaient quelques mois à vivre. Elle est ici.
dans la bibliothèque. Elle ne voulait pas s'imposer à la cérémonie. Mais elle tenait à te dire au revoir. Sofia échangea un regard avec Alvaro, qui hocha la tête avec compréhension. « Vas-y, je m'occupe de l'accueil des invités. » La bibliothèque baignait dans une lumière douce filtrée par les rideaux de lin blanc. Lucia était assise dans le fauteuil où Bianca enfant aimait écouter les histoires que lui lisait son père. Elle semblait encore plus frêle que lors de leur dernière rencontre au tribunal. Mais ses yeux conservaient cette lueur de tendresse qui avait bercé l'enfance de Sofia. « Ma petite » murmura-t-elle en tendant des mains décharnées. Sofia s'agenouilla près du fauteuil et prit ses mains si familières, ses mains qu'il avait soignées, consolées, aimées pendant 22 ans. Grand-maman Lucia. C'était ainsi qu'elle l'appelait maintenant. Reconnaissant à la fois la tromperie et l'amour sincère qui avait suivi, « Je ne voulais pas partir sans te voir une dernière fois, sans te dire merci. Merci pour m'avoir pardonné, pour avoir compris que je t'aimais vraiment, malgré tout. » Sofia sentit les larmes monter. « Vous m'avez élevée avec amour, vous m'avez donné des valeurs, de la force, de la dignité. Comment pourrais-je vous en vouloir? Parce que je t'ai volé ton père, je t'ai volé ta vraie vie. Vous m'avez sauvé la vie. Alejandra aurait pu décider de m'éliminer plutôt que de me confier à vous. » Lucia hocha la tête, les yeux brillants. Cette femme était malade, obsédée. Mais quand je t'ai vue, si petite, si perdue, j'ai retrouvé un sens à ma vie. Elles restèrent un moment silencieuses, savourant cette communion particulière qui unit une mère et sa fille du cœur. « Comment va-t-elle » demanda finalement Sofia. Lucia comprit qu'elle parlait d'Alejandra. Elle a été transférée dans un établissement psychiatrique. Les médecins disent qu'elle ne récupérera jamais complètement. La culpabilité d'avoir blessé Alvaro l'a fait sombrer dans une dépression profonde. Alvaro va la voir parfois. Il a bon cœur. Ce garçon, il a compris que la haine ne répare rien. Par la fenêtre, elle voyait les invités se rassembler dans le jardin, journalistes, représentants d'associations, familles de disparus, experts en criminologie. Tous venaient saluer la naissance de cette fondation qui promettait de révolutionner la recherche des personnes enlevées. « Tu vas faire de grandes choses, ma petite. Je le sens. Nous allons faire de grandes choses, Alvaro, papa et moi, ensemble. C'est beau, une famille qui se reconstruit. » Lucia ferma les yeux, épuisée par l'émotion. Sofia déposa un baiser sur son front. « Reposez-vous. Je reviendrai vous voir après la cérémonie. »« Non, ma chérie, rentre chez toi après. Vis ta nouvelle vie. Moi, j'ai eu ma part de bonheur. 22 années avec la plus merveilleuse des filles. » Sofia sortit de la bibliothèque les yeux rougis, mais le cœur en paix. Cette femme avait commis un crime, mais elle avait aussi donné 22 ans d'amour inconditionnel. La vie était parfois d'une complexité déconcertante. La cérémonie d'inauguration fut à la hauteur des espérances. Julian prononça un discours émouvant sur la résilience et l'espoir. Sofia présenta les objectifs de la fondation avec une passion communicative, et Alvaro expliqua les programmes d'aide aux familles, avec l'autorité de quelqu'un qui avait vécu le drame de l'intérieur. « L'Institut Bianca Maréchal ne se contente pas de chercher les disparus », déclara Sofia face aux caméras. « Nous accompagnons les familles dans leur reconstruction, nous finançons la recherche technologique et nous formons les professionnels aux nouvelles méthodes d'investigation. » Le clou de la cérémonie fut le dévoilement de la plaque commémorative. Gravée dans le marbre blanc, Institut Bianca Maréchal, fondé en 2025, parce que chaque famille séparée mérite de retrouver l'espoir, en hommage à toutes les victimes et à tous ceux qui les aiment. Mais c'est en fin d'après-midi, quand les invités furent repartis, que la vraie magie opéra. Sofia, Julian et Alvaro se retrouvèrent seuls dans le jardin, au pied du grand tournesol que Julian avait planté en mémoire de sa fille disparue. « On devrait en planter d'autres », proposa Alvaro. « Un pour chaque enfant qu'on aidera à retrouver sa famille. »« Bonne idée », approuva Sofia. « Et on pourrait créer une allée des papillons monarques aussi. »« Maman aurait aimé. Ta maman aurait été fière de toi, » dit Julian en passant un bras autour des épaules de sa fille. « Et pas seulement parce que tu es revenue, mais parce que tu es devenue une femme extraordinaire. Grâce à vous deux, mon père de sang et ma grand-mère de cœur, ils commencèrent à planter. Côte à côte, creusant la terre humide du printemps, déposant les graines qui deviendraient demain de nouveaux tournesols, autour d'eux, des papillons monarques commencèrent leur danse vespérale, comme s'ils bénissaient cette renaissance. « Tu sais, » dit Alvaro en s'essuyant les mains, «
J'ai reçu une lettre de l'université aujourd'hui. Ils acceptent mon projet de thèse sur la réinsertion des victimes d'enlèvement. C'est formidable, s'exclama Sophia. Tu vas révolutionner le domaine. Nous allons révolutionner le domaine. Cette fondation, c'est notre œuvre commune. Le soleil déclinait doucement sur Lyon, teintant le ciel de ses roses et de ses ors qui rendent les fins de journée si poétiques. Dans le jardin du manoir Maréchal, 3 générations réconciliées regardèrent l'avenir avec confiance. « Papa ?» dit Sophia en prenant la main de Juliane. « Je voudrais qu'on fasse quelque chose. »« Quoi, ma chérie ? J'aimerais qu'on aille voir Alejandra ensemble. » Juliane et Alvaro échangèrent un regard surpris. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, elle fait partie de notre histoire. Elle nous a fait du mal, mais elle aussi, a aimé à sa façon. Je crois qu'il faut qu'on lui pardonne, pour nous libérer définitivement. » Alvaro sourit. « Tu as raison. Le pardon, c'est le dernier cadeau qu'on peut se faire, cette nuit-là. » Sophia rêva de papillons monarques qui dansèrent dans un jardin infini, portant sur leurs ailes les visages de tous les enfants perdus du monde. Et dans son rêve, chaque papillon trouvait son chemin vers la lumière. L'Institut Bianca Maréchal venait de naître, et avec lui, l'espoir que plus jamais une famille ne vivrait 22 ans de séparation. Le cycle était achevé, l'histoire pouvait recommencer. Sous les tournesols de Sylvia et les papillons de la mémoire, la vie avait repris ses droits.